Mouvement de revendication des indépendances dans le monde. Il s'observe dans le monde un phénomène nouveau de séparation et de recherche d'indépendance pour des pays jadis initiés, comme l'indiquent ces reportages relatant de tels mouvements, notamment au Catalogne en Espagne, au Kurdistan irakien, au Biafra nigérian et dans la région anglophone du Cameroun, pour ne citer que ces cas. Attendus pour une rencontre politique, ces militants pro-Biafrais sont contraints de renoncer à leur déplacement. Ils ont reçu un message téléphonique. Leur sécurité n'est plus garantie dans le lieu de rendez-vous, à 1 heure de route d'Enugu. Je n'arrive pas à décrire ce que je ressens de vivre dans un pays où l'on n'est pas libre, alors qu'on veut notre liberté et qu'on se bat pour l'acquérir, et que ce sont nos propres compatriotes qui ne veulent pas que l'on obtienne cette liberté. 50 ans après la déclaration de sécession du Biafra, des organisations sociales et politiques se mobilisent dans le sud-est du Nigeria. Elles dénoncent la marginalisation de cette région d'où provient 90% de la production de pétrole, un constat partagé par des parlementaires favorables à la République fédérale. Saïri, vous êtes sur place pour BFM TV, vous êtes aux côtés de ces manifestants anti-indépendantistes. Évidemment, pour eux, c'est un très grand jour, un jour historique. Un jour qu'ils réclament effectivement depuis des années maintenant. Parfois on parle de 2006, de 2010, surtout lorsqu'on a refusé, parce que Madrid a refusé un référendum légal d'autodétermination. Et finalement, aujourd'hui, ce n'est que la souhaite maintenant depuis très longtemps. C'est ce qu'il me racontait encore tout à l'heure. Ils travaillent pour cette République catalane, ces indépendantistes, depuis des mois. Il y a des comités de quartier à Barcelone qui réfléchissent à la mise en place de cette République catalane. Donc finalement, ce jour officialise ce à quoi ils pensent depuis très longtemps, et notamment depuis le 1er octobre, et ce fameux référendum d'autodétermination, et qui a permis au oui de l'emporter à 90%. Et puis, si je peux compléter, en plateau, il y a un terme qui revient maintenant de plus en plus souvent depuis hier, c'est le terme de désobéissance civile. J'ai rencontré beaucoup de Catalans indépendantistes qui ont l'intention de désobéir à Madrid, notamment dans toutes les administrations, dans l'administration judiciaire, des professeurs également. Il y a beaucoup d'indépendantistes chez les Mossos d'Esquadra, chez les pompiers de Barcelone. Eh bien, tous ces Catalans ont l'intention de ne pas respecter l'article 155. Pour eux, ils ne respectent que la Catalogne, ils sont catalans et c'est ce qu'ils veulent. Depuis les collines au-dessus de la vallée, une vue imprenable sur une cité frondeuse. Bamenda, capitale d'une des 2 provinces anglophones du Cameroun, désormais placée sous la surveillance d'unités spéciales de la police. Des patrouilles armées dans une ville à l'épicentre d'une contestation inédite, encore meurtrie par les séquelles de plusieurs jours d'émeutes. Sur cette vidéo amateur tournée par les manifestants, les flammes de la colère dans le centre-ville. Et en tête du cortège, l'un des leaders de la protestation, Mancho Bibixi, devenu porte-voix de ces contestataires anglophones, minorité linguistique dans un pays officiellement bilingue. Quelques jours plus tard, le voici, libéré après avoir été interpellé, mais toujours déterminé à mener le combat, au nom des 20% d'anglophones s'estimant marginalisés par les francophones. Pour cet activiste, plus question de vivre dans un État camerounais centralisé. Soit on nous donne un État fédéral au sein d'une fédération, ce qui veut dire que les anglophones auront leur propre parlement, que nous aurons notre Premier ministre, et même chose du côté des francophones. Comme ça, nous, anglophones, nous pourrons élire nos maires et nos gouverneurs. Dans ce cas, nous pouvons continuer à vivre ensemble. Et s'ils refusent cette solution, alors ils devraient nous laisser le droit de tracer notre propre route, de fonder notre propre État, et les francophones pourront rester au sein de leur République. Un État fédéral avec une administration autonome en langue anglaise, une revendication populaire dans le système scolaire anglophone, paralysé ici depuis 1 mois par une grève dure. Engagé dans un bras de fer avec le pouvoir, Wilfred Tassang, leader
du puissant syndicat enseignant ayant décrété la fermeture d'écoles comme celle-ci. Un mot d'ordre très suivi, et pour lui, pas question de reprise sans obtenir la préférence linguistique pour les professeurs anglophones. Nos griefs sont liés au fait que le gouvernement forme et puis nous envoie ici des professeurs francophones pour donner des cours à des élèves anglophones. Et ce qui se passe, c'est qu'ils abrutissent nos élèves, ils les détruisent. Parce que ces professeurs francophones enseignent dans une langue qui n'est pas vraiment de l'anglais et qui n'est pas non plus du français. En apparence, un retour à la normale à Bamenda. Mais jusqu'ici, pas d'accord entre le gouvernement camerounais et les protestataires anglophones. Le calme revenu dans les rues, mais une tension toujours perceptible dans ce bastion historique de l'opposition. À quelques kilomètres de la ville, un immense domaine appartenant à l'homme considéré comme le plus riche du Cameroun, un milliardaire anglophone réputé proche du pouvoir. Un entrepreneur secret, mais impliqué depuis plusieurs jours dans de discrètes négociations pour éviter l'escalade de la crise anglophone. Avec une ligne rouge, surtout pas de fédéralisme dans un pays comptant près de 300 langues locales et presque autant de groupes ethniques. Le fédéralisme, c'est totalement impossible. Absolument pas possible. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Nous l'avons déjà expérimenté il y a très longtemps et cette époque-là est largement révolue. Quiconque réclame aujourd'hui le fédéralisme, franchement, je ne crois pas qu'il aime beaucoup ce pays. Le fédéralisme, un système politique appliqué dans le pays après les tutelles françaises et anglaises entre 1961 et 1972, date de la réunification des deux Camerouns. Une république unie, jamais acceptée par ce groupuscule prônant la sécession de la région anglophone. Une organisation illégale selon la loi camerounaise, arborant un drapeau sécessionniste interdit. Une poignée de vieux militants déjà emprisonnés plusieurs fois, mais rêvant toujours d'un pays anglophone indépendant. Désormais, les habitants de notre région, le Sud Cameroun, les véritables propriétaires de ce territoire, comprennent bien notre engagement et c'est pourquoi il y a une clameur grandissante qui demande rien de moins que l'indépendance. La question anglophone, désormais en bonne place dans l'agenda politique camerounais de 2017. Nous avons pour cette raison approché quelques éminents professeurs de l'Université du Burundi afin qu'ils puissent éclairer l'opinion sur les raisons politiques, sociales, géopolitiques et économiques qui jonchent le premier quart du XXIe siècle. Mais pourquoi est-ce qu'elles veulent être autonomes? Parce que, premièrement, oui, elles ont peur, avec cette mondialisation, d'être dominées par d'autres nations, de perdre l'autonomie culturelle, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que la plupart de ces régions sont des régions qui sont relativement plus riches que d'autres régions proches. Et se disent, c'est nous qui nourrissons les autres, on devrait être autonome. Il y a en fait, dans l'histoire, on a connu ce qu'on appelle communément les États individus, des États personnes. Ça veut dire que c'était des États qui étaient bâtis autour d'un individu, d'une personne, généralement populaire ou populiste. Et ces États ont été remplacés petit à petit par ce que nous connaissons aujourd'hui comme États-nations. Alors avec les États-nations, il y a une disparition de petits rois télé, etc. Mais avec le temps, il y a un ressentiment, soit nationaliste, un ressentiment d'abandon, un ressentiment de ne pas se sentir intégré dans un pays, dans une communauté, et cela amène certains territoires, certains peuples à revendiquer une autre détermination, une indépendance. Si on analyse très bien,
la plupart des fois, ça a un départ d'ordre économique. Mais pas seulement, je dis la plupart des fois. Et il y a aussi des raisons idéologiques, les raisons identitaires, etc. Et par exemple, l'un des pays qu'on cite en Afrique comme exemple économique, par exemple l'Ouganda, il y a, c'est d'ailleurs très peu parlé, il y a ce qu'on appelle le Togoland. Ouganda. Togoland. C'est une portion, un territoire du Ghana qui a été attaché à ce qu'on appelait alors le Gold Coast, l'actuel Ghana, après il y a un référendum. Et cette partie-là ne se sent pas vraiment membre à part entière du Ghana. Parce qu'ils ont rejeté le référendum qui les a attachés au Ghana. Et parce que ils ont en fait, ils se sentent, ils ont un sentiment d'abandon par rapport au reste du pays. Et en fait, c'est ça. La plupart des fois, ce sont des frustrations. Au Cameroun, les territoires anglophones se sentent lésés par rapport au reste du pays. Donc, c'est ces sentiments-là de frustration. Il y en a surtout en Afrique, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu partout. Alors, la sécession, bien sûr, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est cet acte-là par lequel une partie de la population d'un État veut se séparer volontairement de cet État, par voie pacifique ou par voie de violence, pour constituer un État indépendant ou pour être attaché, pour se unir à un autre État. Les professeurs Pascal Nyonizigi et Leonidas Ndaïzeye précisent les raisons ou les motifs qui sont des éléments déclencheurs de tous ces mouvements séparatistes ou indépendantistes qui s'observent actuellement presque un peu partout dans le monde. Ces mouvements, ils naissent toujours d'un sentiment de ne pas être traité comme les autres, d'un sentiment de rejet, parce qu'ils se sentent rejetés, quand bien ils sont traités comme les autres. C'est des fois pour rejeter des formes d'injustice, de mauvaise gestion du territoire et du pays, etc. Donc il y a ce sentiment de ne pas être traité comme les autres, ou alors on sait que le pays n'est pas bien traité. On voit en même temps un rapprochement entre les sociétés et en même temps une peur de la mondialisation, un certain repli sur soi, des comportements communautaristes, c'est-à-dire des gens qui se considèrent comme partageant une même culture, ayant les mêmes traditions et qui se disent nous devrions être autonomes. On n'a pas besoin de vivre dans des grands ensembles qui risquent de nous absorber et qui nous empêchent d'être autonomes, d'être soi-même. Une main longue et invisible de certaines puissances internationales n'est pas à écarter dans ce mouvement sécessionniste, comme nous le précise le spécialiste des relations internationales, le professeur Pascal Nyonizigi. Ce phénomène du séparatisme, c'est un phénomène qui est universel, parce qu'il n'existe pas qu'en Europe, il existe en Afrique aussi. Nous savons par exemple qu'après l'accession aux indépendances,
les États africains ont été caractérisés par des mouvements séparatistes. Le mouvement qui est emblématique, c'est le mouvement du Biafra, par exemple, en 1968, où les gens, on va dire les Biafrais, en 1968, ont voulu être autonomes, ont voulu faire sécession et quitter la fédération nigériane. Évidemment, le mouvement n'a pas réussi parce que le pouvoir central, disons, a mis les bouchées doubles pour contenir ce mouvement malgré les soutiens qui provenaient de l'extérieur, qui étaient très timides parce que la tendance à cette époque-là en Afrique, c'était de respecter le principe de l'intangibilité des frontières tel qu'il avait été défini en 1964 au Caire. On avait dit, voilà, si nous commençons à remettre en cause les frontières héritées de la colonisation, on ne va jamais en finir et il y aura toujours des conflits. Hein, parce qu'on sait que les frontières qui sont héritées de la colonisation en Afrique sont des frontières artificielles, sont des frontières qui ont été tracées par des colons qui tenaient beaucoup plus à la protection de leurs intérêts de conquête coloniale que le destin des peuples africains. Donc ce qui fait que pour les peuples des indépendances en Afrique, la priorité était la conservation de ces frontières, même si elles étaient imparfaites, et le reste d'une certaine manière dans certaines parties de l'Afrique, mais c'est le moindre mal. Voilà. Donc ce qui fait que le mouvement du Biafra n'a pas réussi. Bon, il existe, il y a d'autres mouvements qui ont réussi quand même, comme l'histoire de l'Érythrée. L'Érythrée a réussi à se détacher de l'Éthiopie. Le Soudan du Sud a pu acquérir dernièrement son autonomie politique par rapport au Soudan. Mais les autres régions, disons, ont des problèmes à pouvoir acquérir une autonomie parce que, d'une manière générale, les organisations internationales, par exemple, qui ont été créées par les États, comme l'ONU, ou comme l'Union africaine, ou l'Union européenne, ce sont des organisations qui cherchent, disons, à prôner le statu quo au niveau de la délimitation des frontières. Et il est très rare que deux organisations internationales, intergouvernementales, soutiennent un mouvement de sécession au sein d'un État souverain. Les organisations sont très très prudentes. Et même les États voisins gardent une certaine prudence parce qu'ils savent qu'ils sont souvent menacés par le même risque de séparatisme, de sécession. Voilà pourquoi, même quand il y a des soutiens, les soutiens sont très timides. Ce phénomène séparatiste, sécessionniste et indépendantiste n'épargne aucune nation et se trouve même dans des pays les plus redoutés comme les États-Unis d'Amérique, l'Ukraine, l'Union européenne et que sais-je encore, comme l'expliquent les éminents professeurs de l'Université du Burundi. Par exemple en Afrique, si on parcourt pratiquement tous les pays africains, on trouve des mouvements qui revendiquent soit l'indépendance, soit l'autonomie, soit et rattachement à un autre pays autre que le leur. Si vous allez par exemple au Cameroun, vous l'avez mentionné, il y a la région anglophone qui met de l'indépendance. Vous allez au Comores, vous connaissez les Anjouanais qui veulent l'indépendance. En Angola, vous connaissez l'enclave de Cabinda. En Algérie, la Kabylie. Vous allez un peu partout. En Éthiopie, il y a plusieurs mouvements qui revendiquent des indépendances. Au Maroc, c'est le mouvement peut-être le plus connu. Vous allez en Amérique, dans les pays où peut-être on peut redouter le moins l'existence de ces mouvements. Vous allez au Canada, il y a le territoire d'Alberta qui revendique depuis 2004 l'indépendance pour être rattaché aux États-Unis. Il y a le Québec,
qui veut être indépendant, etc. Même aux États-Unis, il y a l'Alaska qui a créé un parti politique, l'Alaska Independence Party, dès 1970. Et il y a les Lakatos, les Lakotas, qui veulent depuis 2007 l'indépendance, etc. En Asie de l'Est, vous trouvez en Birmanie, en Indonésie, au Japon, etc. En Europe, vous avez en Espagne, c'est ça qui est beaucoup plus parlé maintenant, avec le peuple catalan, la Catalogne qui veut une indépendance. En France, vous avez l'Alsace, en Italie, vous avez la Sicile. Donc, c'est pratiquement pas. Donc, pour vous dire que c'est un phénomène pratiquement mondial. Plus on se rapproche des autres, plus il y a des risques de perdre sa culture, plus il y a des risques d'être dominé par d'autres, de tomber dans une sorte d'insécurité culturelle. Donc, la mondialisation se caractérise aussi par cette peur, par le communautarisme et le repli sur soi. Voilà pourquoi certaines régions, comme la Catalogne, la Corse en France, ou bien le Pays Basque en Espagne et en France, la Lombardie, la Vénétie en Italie, l'Écosse au Royaume-Uni, sont des régions qui voudraient être autonomes. Ces chercheurs n'ont pas manqué de faire une observation allant dans le sens d'éviter toute forme d'exclusion et ainsi préserver aux pays africains de ces mouvements de revendication des indépendances ou de sécession. De très fortes inégalités entre les riches et les pauvres. Et j'avais, par exemple, précisé que, par exemple, la famille du président, sa famille et sa belle famille, d'Assad, il possédait environ 60% de l'économie du pays. Et dans de telles conditions, vous devez comprendre qu'il doit y avoir des frustrations. Il y avait, le taux de chômage était très élevé, parce que justement, vous voyez que la richesse du pays était accaparée par un petit nombre une petite famille et une petite partie du pays. Ce sont des unités qui sont très jalouses de leur souveraineté et qui n'aiment pas, par exemple, se soumettre à une autorité supra-étatique. La preuve, c'est que si on essaie de voir au niveau de l'Union européenne, par exemple, on voit que c'est une intégration qui est considérée comme étant le modèle des autres intégrations régionales, comme une intégration qui a, disons, le plus réussi jusque-là par rapport à d'autres, mais c'est une intégration qui est problématique parce que on ne sait pas dire, par exemple, actuellement, que l'Union européenne est une fédération politique ou un ensemble d'États souverains qui ne sont pas encore intégrés politiquement. C'est pourquoi la plupart d'analystes considèrent que l'Union européenne est un objet politique non identifié, qu'on ne sait pas définir exactement en quoi consiste sa nature. Ça, c'est un signe qui montre que les États sont jaloux de leur souveraineté. D'ailleurs, la preuve la plus éloquente, c'est celle du Royaume-Uni, qui a organisé un référendum du Brexit, ça veut dire les Britanniques qui veulent sortir de l'Union européenne, même si ça prend du temps. Ça, c'est un phénomène qui nous montre que les peuples, les États, les nations sont très jalouses de leur souveraineté. Et que, sauf peut-être dans des cas de pouvoirs centraux qui sont bien organisés, qui ont des stratégies efficaces pour empêcher les mouvements de sécession, dans tout État multinational où il y a plusieurs nations, eh bien, il y a toujours des risques de sécession. Nous savons comment ici, à côté de chez nous, en République démocratique du Congo, le Katanga a voulu faire sécession depuis
les années 60, 70. Nous savons que il y a eu de telles velléités, par exemple, pour ce qui concerne le Cameroun, par exemple, dans la partie anglophone, ou bien la presqu'île de Bakassi qui voudrait être autonome. Donc ces phénomènes-là existent dans plusieurs États qui sont multinationaux, où les gens qui partagent une même langue et qui partagent une même culture se considèrent toujours comme un peuple qui devrait être autonome, qui devrait être souverain et faire sécession. Voilà, faire sécession. Nous savons que même aux États-Unis d'Amérique, il y a eu cette guerre de sécession pendant 5 ans, au 19e siècle. Donc c'est un phénomène qui est naturel. Et si on essaie de voir le nombre de mouvements indépendantistes, sécessionnistes, autonomistes qui existent dans le monde, il y en a plusieurs. Mais ce qui empêche la réussite de ces mouvements, c'est l'organisation des pouvoirs centraux qui essaie de mettre les balises pour éviter sécession, pour éviter la désintégration des États. Et en la matière, les États sont généralement solidaires.